Bonjour Mireille Fanon Mendes France. Tu étais invité au contre-sommet France-Afrique à Montpellier. Est-ce que tu pourrais nous faire une analyse rapide, un décryptage du projet politique de ce sommet Afrique-France manigancé par le président Macron et son gouvernement? Déjà, Edin, les quelques nouvelles, les sorties, les décisions prises à l'issue de ce sommet sont vraiment ridicules. Une maison de la diaspora, une maison de l'Afrique, de la diaspora, un fonds pour la démocratie. Bon, tout ça ne vont rien changer dans la relation France-Afrique, certainement pas. Et par ailleurs, le fait de ne pas avoir invité les chefs d'État, c'est d'abord un camouflet quand même, un camouflet colonial aux chefs d'État. Et ensuite, on peut comprendre les raisons pour lesquelles il a convoqué la diaspora. D'abord, c'est quand même plus facile de manipuler une diaspora à qui on a dit voilà, il faudrait aborder tel thème, ne soyez pas agressifs, ne revendiquez pas, même si ces jeunes d'ailleurs ne se sont pas laissés tellement endoctriner par les préconisations qu'ont dû leur donner les quelques conseillers autour de Achille Mbembe. Néanmoins, on peut voir pourquoi la France tourne son dévolu et même ses griffes comme ça là sur la diaspora. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la diaspora envoie chaque année, des sommes supérieures, largement supérieures, puisque ça se calcule en milliards d'euros, envoie chaque année donc des milliards d'euros dans leur pays, à leur famille, dans leur village, pour construire des projets. Et cet argent échappe aussi bien au gouvernement français, qui avait tenté d'ailleurs de le ponctionner par des taxes au moment de l'envoi, et par les gouvernements africains à qui ça échappe aussi. Par ailleurs, et ça on peut le constater avec un rapport écrit par la Banque mondiale à ce sujet. Par ailleurs, cette diaspora, Macron l'a superbement ignorée, alors que depuis 2015, une décennie internationale pour les afrodescendants et les Africains a été décidée par l'Assemblée générale de l'ONU. La France a refusé de faire quoi que ce soit, au prétexte qu'il n'y aurait aucun racisme structurel dans notre pays. Et par ailleurs, ne se sent pas du tout préoccupée par les conditions de vie de la diaspora. Alors cette diaspora, elle est aussi tout à fait... une partie de cette diaspora, en tout cas, pour ce qu'elle représente, puisqu'il s'est quand même adressé à ceux qui réussissent et à ceux qui incarnent l'Afrique. Ceux qui incarnent l'Afrique et qui réussissent sont des gens qui forment une petite bourgeoisie, voire une bourgeoisie dans la société française, mais qui en même temps sont de toute façon, et certains le disent, il n'y a qu'à écouter Miano, l'écrivaine, et bien d'autres d'ailleurs, qui disent qu'ils se heurtent toujours au plafond de verre du racisme structurel. Par ailleurs, on peut aussi se dire que puisque M. Macron a décidé d'ignorer les chefs d'État, ce qui est quand même un camouflet diplomatique important, eh bien, il peut aussi se servir de cette diaspora pour qu'elle revendique auprès des chefs d'État de leur pays d'origine, qu'elle revendique que ces États fassent plus pour la diaspora, et donc la diaspora servirait en quelque sorte d'une forme de bras armé de la France-Afrique à l'égard des pays africains qui pourraient être récalcitrants dans la démocratie, dans les programmes concernant la citoyenneté, l'intégration, etc. Et y compris même s'il y avait des difficultés pour des entreprises françaises de s'installer en Afrique, qui pourraient jouer une forme de bouclier ou en tout cas d'intermédiaire. Donc on voit bien que cette décision n'est nullement innocente et qu'elle ne fait, en tout cas dans l'immédiat, elle ne fait que prolonger la relation France-Afrique. Alors effectivement, elle va peut-être changer, mais la diaspora va être instrumentalisée d'une façon ou d'une autre. Donc il revient quand même à la diaspora de ne pas se laisser instrumentaliser et de refuser d'être un des bras de la politique
France africaine dans les pays, dans le continent africain. Une dernière petite question, qui est quand même importante. Il semble qu'Israël soit en train de manœuvrer pour se faire inscrire en tant qu'État observateur au sein de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça signifie, ça, cette affaire-là? Quand on sait que dans certains pays africains, des spécialistes de la sécurité, donc Shin Bet, Mossad ou autres, viennent entraîner quelques escouades sécuritaires de pays, entre autres au Maroc par exemple, on peut penser que cette décision d'Israël de demander le statut d'observateur dans le cadre de l'Union africaine n'est pas du tout un bon signe et surtout est un signe plutôt que pas un bon signe, c'est sûr que c'est pas un bon signe pour l'Afrique, mais c'est surtout le signe que les États occidentaux utilisent une fois de plus, imposent une fois de plus un État colonial, un État d'apartheid à leurs interlocuteurs au prétexte d'ouvrir les relations diplomatiques, etc. Quand on sait que cet État, l'État colonial israélien, mène des politiques qui violent l'ensemble des droits et du droit international à l'égard des Palestiniens, on se demande comment est-ce que des États occidentaux ou non occidentaux d'ailleurs peuvent favoriser, peuvent œuvrer en douce pour que Israël devienne un observateur de l'Union africaine. Donc on voit bien qu'il y a derrière des positions impérialistes, des positions de domination qui passent par l'imposition d'un État qui viole l'ensemble des droits. Mais tout compte fait, cet État viole l'ensemble des droits parce que la communauté internationale le veut bien. Donc bon, c'est totalement normal qu'on impose en tant qu'observateur, qui bientôt prendra un statut un peu plus upgrading, qu'on impose un État comme celui-là, puisque de toute façon le droit international, les normes impératives du droit international, le jus cogens à l'heure actuelle ne signifie plus rien. Et le meilleur exemple de l'état dans lequel est le droit international, c'est la façon dont sont traités le peuple palestinien, les Palestiniens individuellement, le peuple palestinien et la terre de Palestine. Donc c'est un très mauvais signe. C'est un très mauvais signe. C'est aussi un signe d'une occidentalisation à marche forcée du continent africain, si vraiment ça devait se faire. Et je pense que c'est un très mauvais signe pour nous tous. Parce que ce qu'a fait Israël en Palestine va se faire de plus en plus partout. On le voit déjà en Colombie, où ça se fait avec les Afro-Colombiens et les indigènes, où tout compte fait, ils emploient exactement les mêmes arguments, à savoir que on occupe les terres colombiennes occupées, enfin dont les Afro-Colombiens et les indigènes s'occupent depuis des siècles, parce que quand on est arrivé, ces terres étaient inoccupées. Donc bon, on voit bien aussi le genre d'arguments utilisés et on peut que s'inquiéter grandement de cette arrivée, même en tant qu'observateur. C'est extrêmement grave et le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité feraient mieux de s'occuper de relégitimer, de restructurer le droit international et de faire une véritable réforme de l'ONU pour que de telles décisions ne se prennent pas, tout comme d'ailleurs la décision de mettre l'ambassade américaine et certainement les futurs à Jérusalem. Ce sont de véritables violations des droits. Donc c'est très grave.